Bienvenue sur le podcast Les Barniques sur Lago, présenté par Je suis voyageur. Je suis voyageur, c'est bien plus qu'une agence. C'est une équipe de conseillers et conseillères en voyage passionnés dont je fais fièrement partie. On se spécialise dans les voyages d'expérience et les escapades haut de gamme. On est toujours à la recherche d'aventures qui sortent des sentiers battus. Envie qu'on devienne complice dans l'organisation de votre prochain voyage? Alors parlez-nous de votre projet sur le www.jesuisvoyageur.com. N'hésitez pas à sélectionner mon nom dans la liste pour travailler avec moi. Mais prenez le temps de lire les profils des autres conseillers aussi. Vous pourriez découvrir quelqu'un dont l'approche et les intérêts résonnent encore plus avec les vôtres. Maintenant, installez-vous confortablement et bienvenue dans notre univers. Ça va? Ça va super bien, merci. Je pense que cette semaine, tu vas nous faire rêver un peu, n'est-ce pas? Oh que oui! On parle cette semaine de... L'Alaska! Effectivement. Moi, je me suis plongée dans tout ce qui est un peu logistique. Par exemple, savais-tu que l'Alaska, c'est plus grand que la France, l'Espagne et l'Allemagne réunies? Non, je ne savais pas, mais je m'en doutais un peu par la superficie que ça a, que c'était assez dense. Effectivement. Moi, j'y suis jamais allée, mais toi, tu l'as vécu pour vrai. Oui. Avant qu'on plonge dans tes souvenirs, on a eu une autre question sur notre Gmail. Ah bon, mais parfait, go! On m'a demandé, c'était quoi l'alphabet international? Tu sais, quand je nomme les aéroports, des fois, je vais dire qu'une, comme Charlie Union Novembre. C'est l'alphabet international. Ça, là, c'est un système où chaque lettre de l'alphabet a un mot-clé, dans le fond, qui est associé. C'est pour éviter la confusion quand tu es sur une radio ou au téléphone. C'est surtout bien dans une situation qui est stressante ou hyper bruyante. Comme par exemple, Alpha pour A, B pour Bravo, C pour Charlie, D pour Delta, puis ça va ainsi de suite jusqu'à Zulu. On l'entend souvent dans les films. Oui, Zulu, ouais. Quand l'armée parle. Ouais, exact. Fait que justement, qui a inventé ça? Bien, l'origine de l'alphabet phonétique, c'était pour éviter les malentendus à l'oral et ça remonte à la Première, mais surtout à la Seconde Guerre mondiale. Quand les alliés militaires, comme mettons, quand les États-Unis avec le UK devaient communiquer par radio dans des conditions bruyantes. Donc, c'est comme un genre de langage codé un peu, là. Tu sais, c'est vraiment... il se faisait comme des codes pour pas que personne comprenne ce qu'il disait. Non, c'est vraiment pour mieux se comprendre. Ah, OK, parfait. Ça n'a rien à voir à pas vouloir se... C'est totalement le contraire. C'est totalement le contraire. Ils veulent que tout le monde comprenne puis que ça soit uniformisé. OK. Mais justement, avant que l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, mette un alphabet phonétique commun pour tout le monde, chaque armée ou aviation avait son propre code, comme par exemple, les États-Unis auraient dit A, Able, B, Baker, C, Charlie, mais là, c'était vraiment le bordel, c'était c'est ça. pas standardisé. Fait que oui, l'OACI a créé quelque chose pour que tout le monde se comprenne dans la même langue, que ce soit civil comme militaire. Dans le fond, ils l'ont rendu international. T'sais, au final, même si c'est un accent épouvantable ou une radio qui grésille, mais il n'y a personne qui peut confondre Sierra puis Delta. Non, c'est ça, exact. Pour un agent de voyage, c'est vraiment hyper pratique parce que s'il y a une erreur dans un nom, c'est ma faute et je devrais payer pour refaire faire un nouveau billet d'avion. Si je dois épeler un nom, pour moi, utiliser l'alphabet international va éviter des malentendus. Ah ouais, OK. Donc, même vous autres, en tant qu'agent de voyage, vous utilisez ça. Exactement. Ce langage-là. OK. Ouais. Demande-moi donc d'épeler un mot pour le fun. Ah ben, Florence. Parfait. Foxtrot, Lima, Oscar, Roméo, Echo, Novembre, Charlie, Echo. Fait que tu sais, j'ai même pas besoin de le voir à l'écrit. C'est dans ma tête, on dirait qu'il s'affiche. Je suis capable de le dire. Fait que t'as appris ça par cœur. J'ai appris ça par cœur, puis je dois t'avouer que j'en ai fait des exercices comme ça avec des collègues. On se pitchait des mots. OK, épelle-moi serviette. Oui, c'est ça. On partait, puis on se pratiquait. Fait qu'aujourd'hui, je suis pas pire, là, mais c'est parce que je me suis pratiquée. Ça ressemble un peu à nos cours d'impro qu'on faisait, là. Effectivement, ça pourrait être un bon jeu. Oui. Bon, ben Chantal, on passe ça. Let's Fait que go. aujourd'hui, je vous parle d'un voyage vraiment spécial que j'ai eu la chance de cocher cette année.
C'est un rêve que j'avais inscrit dans ma bucket list depuis très longtemps. Donc, j'ai fait une croisière en Alaska. Oh! Alors, pourquoi l'Alaska? Pourquoi en croisière? Et pourquoi maintenant? D'abord, il faut savoir que l'Alaska, c'est un territoire immense, presque irréel. Des montagnes vertigineuses, des glaciers qui plongent dans la mer, des forêts aussi denses que mystérieuses et une faune qu'on ne voit nulle part ailleurs. L'Alaska, c'est aussi un climat vraiment particulier. Plus que 300 jours de pluie par année et presque 6 mois par année, la lumière du jour devient une denrée super rare. Puis pourquoi? Ben parce qu'on est vraiment au nord du continent. Donc l'hiver, le soleil reste bas à l'horizon, voire absent, et l'été, au contraire, les journées semblent éternelles. Moi, j'ai vraiment eu la chance de voir le soleil qui se couchait pas avant 10h30 le soir, ce qui est assez particulier. Puis il se levait super tôt le matin. Donc ça fait des grosses journées. Alors, pour profiter pleinement de la région, ben la meilleure période pour partir, c'est entre mai et septembre. Et puis moi, j'ai voyagé début mai. Ah, ben c'est nice, ça. Écoute, qu'est-ce que t'en penses? Je te fais un petit peu la carte d'identité de la destination avant qu'on poursuive. Let's go! OK. Il y a 3 aéroports qui sont principaux, je te dirais. Le premier, celui qui est le plus gros, c'est Ted Stevens Anchorage International Airport. C'est le hub principal de l'Alaska. Il est situé à Anchorage. Son code, c'est ANC, Alpha Novembre Charlie. T'as Fairbanks. Son code, c'est FAI, Foxtrot Alpha India, qui, lui, c'est vraiment le principal aéroport, le plus important hub pour la région, vraiment comme intérieur. Puis t'as Juneau, son code, c'est JNU, Juliette Novembre Uniforme, qui est un aéroport essentiel parce que c'est la capitale. L'Alaska, c'est environ 730 000 habitants, dont 290 000 vivent à Anchorage. C'est un État qui est immense, mais la densité, comme vous avez vu, est très faible. C'est un des États les moins peuplés de tous les États-Unis. Donc, il y a 5 villes qui sont un peu plus populaires. Anchorage Downtown, c'est le centre urbain dynamique où tu vas avoir des musées, la vie locale. T'as Fairbanks, c'est la porte d'entrée pour voir, mettons, les aurores boréales au mois de septembre-octobre, quand l'hiver commence à s'installer. T'as Juneau, c'est la capitale isolée. C'est impossible d'y accéder par les routes. Tu peux vraiment juste y aller par bateau ou par avion. Et apparemment qu'il y aurait beaucoup d'ours bruns là-bas. Oh que oui! T'as Seward, je sais pas comment le prononcer. C'est Seward. Seward. Ouais, Seward. Alors, c'est un petit port de pêche qui est adorable, apparemment, avec des points de départ pour observer la faune marine. Et t'aurais Homer, qui est une ambiance plus artistique et on y pratique la pêche au flétan. La durée de vol à partir de Montréal, approximativement, Montréal-Anchorage, 10 à 12 heures, puis t'as toujours une escale. Donc, je la calcule un peu là-dedans. Souvent, ton escale va être à Seattle. Le prix moyen pour un vol, c'est quand même entre 900 et 1500 selon la saison. Un hôtel entre 180 et 300 $ la nuit pour un bon 3 étoiles à Anchorage. Un Airbnb de 100 $ à 250 $ la nuit pour un logement entier. Si tu voles à Seattle, comme toi tu l'as fait, Flo, Yes! ben c'est vraiment moins cher, puis en plus, ça va te permettre de visiter la ville. Puis écoutez notre podcast avant, parce qu'on vient d'en faire un de Seattle. Exactement. Donc, tu peux te référer à notre playlist et trouver ce magnifique épisode sur cette super ville. Budget moyen de 3 jours pour une personne. On parle de 1000 à 1500 $ canadiens. Ça va inclure ton hébergement, location de voiture, excursion, mettons faire une petite croisière dans les fjords ou aller voir les glaciers. Et les repas tournent souvent autour de 25-35 US. Là. Ensuite, on a le climat puis les meilleures saisons. Donc, comme Flo, tu viens de le dire, c'est vraiment de mai à septembre. Les journées sont longues, sont ensoleillées. C'est la nature qui est sauvage, les randonnées, les croisières. L'hiver, c'est magique aussi pour les aurores, mais c'est rude puis c'est sombre. Puis l'hiver, on va calculer ça de novembre à mars, mettons. Le plus chaud là, que tu peux avoir à Anchorage, c'est en juillet, puis c'est à peu près un 19 degrés. À Fairbanks, là, vu que c'est comme à l'intérieur, ben, tu as des températures qui vont être un peu plus chaudes. Fait que le max en juillet, 24. Puis là, on parle l'intérieur juste pour être sûr. L'intérieur c'est que des c'est terres, pas, là, c'est ça, c'est que c'est pas côtier. proche de l'eau. Tu sais, tu t'attends pas jamais, même tout le temps de l'été, là, je te dirais qu'on regarde tout le temps des minimums de 6, 7 à 17, 18 partout, à part un peu, comme je te disais, Fairbanks, c'est un petit peu plus chaud. Il neige en Alaska, hein? Fait que t'as les premières neiges qui tombent de fin octobre à début novembre.
Elles peuvent tenir jusqu'à mars-avril, parfois jusqu'en mai si tu es en altitude. Les premières bordées peuvent tomber début octobre. Dans le nord extrême, comme par exemple à, excusez-moi la prononciation, Utqiagvik, qui était anciennement Barrow, mais là, c'est possible qu'il y ait de la neige toute l'année. Je te conseille d'apporter des vêtements superposables, donc des couches que tu peux t'enlever au fur et à mesure ou remettre au fur et à mesure que tu aies chaud ou froid. Parce que, tu sais, ça se peut qu'à midi, quand le soleil est au pic, de midi à 2 heures, tu aies plus chaud, mais qu'à 4 heures, tu gèles. Puis, tu sais, il faut retenir que sur les jours que tu y vas, ça se peut qu'il mouille tous les jours. Parce qu'il mouille 300 jours par année. Donc, il reste 65 jours de possiblement soleil. Moi, quand j'étais là, c'est ça, c'est des layers, là, c'est des couches. Là. Puis tu les enlèves, t'y remets, c'est vraiment... Parce que c'est un climat hyper humide. Fait que donc, on va se dire un bon imperméable ouais, avec exact. Un capuchon si tu veux avoir les cheveux aussi. C'est comme si tu faisais du hiking ou du trekking sans en faire, en fait. Justement, des bonnes bottes de marche très confortables. Ouais. Parce que tu vas en faire là-bas, de la marche, puis du trekking, puis tout. Mais j'aimerais juste préciser peut-être des bonnes bottes de marche, oui. Mais moi, ce que j'ai acheté, ce que je conseille, en fait, pour plein de voyages que j'ai faits, c'est des souliers, des On, O-N qu'on appelle, puis c'est imperméable. Donc, je veux dire que t'ailles dans des festivals, que t'ailles, tu sais, oui, c'est 200 $ la paire, mais c'est vraiment pratique. Je veux dire, t'auras jamais les pieds mouillés avec ça. Comme les vessies qui sont très populaires aussi. Oui, vraiment. Mais les On, c'est que c'est vraiment un soulier de marche. C'est considéré comme un soulier de course à la base. Peut-être une semelle un peu plus... un peu moins, mémoire, là. OK. Donc, un peu plus de soutien. Mais, je veux dire, moi, je le conseille vraiment. Ça a été la meilleure achat que j'ai faite pour mon voyage avec mon imperméable. T'as un imperméable, comment? C'est-tu un petit kiwi ou un petit imperméable? Un petit kiwi! On peut magique. pas s'en passer. Hein? Ouais, Puis mais en là, plus, ça prend pas de place dans les bagages. Moi, perso, je peux même le mettre dans ma sacoche. Fait que si j'ai pas envie de le porter, ou tu peux même l'accrocher après ta ganse, n'importe quoi. Ouais, non, vraiment. Tu sais, j'ai acheté avant de partir un fanny pack, un Herschel que je recommande vraiment parce que j'avais mes mitaines, ma tuque. Comme je disais, tu sais, je mettais tout là-dedans, puis là, je ressortais quand j'en avais besoin, puis j'avais aussi mon... Lui que t'as souvent, qui est comme noir coloré, là. Ouais. Il est vraiment beau. Ouais, ben c'est ça, c'est le modèle le plus gros Herschel de fanny pack. Puis je le recommande aussi parce que tout rentre dedans, puis c'est vraiment facile de traîner... quand on part une journée, là, tu sais, exemple, quand on descend du bateau. Ouais. Une chose super importante auquel les gens penseraient pas, puis je suis sûre que toi, tu n'y as pas pensé non plus. Non, effectivement. Mais d'avoir des jumelles pour observer les animaux. On peut en trouver souvent des pas trop chers sur Amazon ou des fois, on peut demander ça à quelqu'un autour de nous. « Hey, connais-tu quelqu'un qui a des jumelles? J'en aurais besoin pour 2 semaines. » tu sais. Ouais, j'en ai emprunté. Puis il y en a des très petites aussi, là, des jumelles, là, des compactables, même que tu peux plier. Fait que ça, c'est quelque chose c'est un must, ça, c'est sûr, je recommande. Moi, je ne l'avais pas, puis j'en ai emprunté parce que je me disais, voyons donc. C'est sûr que, tu sais, moi, on a des lunettes, hein? Ouais. Pas la même vision, on dirait qu'on a dedans, puis j'avais jamais vraiment regardé avec des lunettes. Mais ça reste qu'on voit mieux que sans... Ben, c'est sûr, là, que ça t'a... Ouais, on voit mieux que sans jumelles. Non, mais tu sais, c'est ça. Ouais. On voit mieux que... Ouais. On voit mieux que avec. Avec que sans, mais c'est quand même pas spécial quand tu as des lunettes, tu regardes là-dedans. Tu sais, tu parles de 300 jours de pluie, là, mais de la crème solaire, des fois, même si c'est nuageux, les rayons UV percent quand même. De la crème solaire, même si tu y penses pas, ben nous, on te le dit, ça t'en prend. Ouais. Les astuces locales, toujours penser à vérifier la météo, parce qu'elle change relativement vite là-bas. Louer une voiture ou un camping-car, dans le fond, il n'y a pas vraiment de réseau de bus, là. Donc, le van life là-bas, c'est très cool, puis c'est très in. Puis bien sûr, ça paraît normal, mais ne jamais s'approcher des animaux trop proches. Les applications utiles, on a parlé d'une application qui était très cool dans notre podcast sur Mexico City. Mais cette semaine, je vous en ai dégoté une autre, map.me, donc maps.me. C'est toutes des cartes qui sont hors ligne. Tu as aussi Aurora Forecast. C'est pour prévoir les aurores boréales. Puis si tu veux aller faire de la trail, ben t'as All Trails, qui est pour la randonnée. Là, bien sûr, ici, je te parle pas vraiment d'Uber, parce qu'à part à Anchorage, là, t'en trouveras pas. Mettons, à Juneau, les petits villages isolés, là. Ouais, exact. Oublie ça, les Uber. Ben, tu sais, tu parlais justement, il n'y a pas d'autobus. La seule affaire que tu vas voir en sortant justement où est-ce que les ports, là, dans le fond, en sortant des bateaux de croisière,
Ça va être des petits mini-boss blancs. Puis là, c'est là que tu peux juste te jumeler avec d'autres gens, puis payer, tu sais, puis eux autres, ils vont te faire le tour de où ce que t'es ou de l'île, tu sais. Ouais, mais... c'est ça. Mais là, tu parles d'excursion direct au port de croisière. Là, mettons, si on est sur la terre ferme parce qu'on est là, pas en croisière. C'est comme des gens de taxi, eux, qui appellent ça. OK. Ouais, c'est un service... À la base, c'est un service de taxi. Tu sais, parce que le gars m'a donné sa carte, c'est justement, j'en parlais un peu plus. Non, mais j'ai dit que j'allais faire de la publicité parce que le gars, il a vraiment été super avec nous. Mais c'est un peu leur système à eux, dans le fond. Puis c'est toujours 6 mois par année. OK. Il n'y en a pas l'hiver. Ouais, parce que c'est vraiment difficile de se promener l'hiver, surtout comme tu Entre dis, les villes intérieures, surtout, là. Ouais. J'ai trouvé des lois insolites. Oh, vas-y. Fait que en Alaska, c'est interdit de donner de l'alcool à un élan. À Fairbanks, les élans n'ont pas le droit d'entrer dans les bars. Et j'en ai même lu une autre qui dit que c'est interdit de pitcher un élan en bas d'un avion. Fait qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans un bar. Non, ils n'ont pas le droit d'aller dans un pourquoi bar. qu'ils rentreraient dans un bar? Ben, je ne sais pas, mais ça s'est déjà vu. Mais ça s'est déjà vu. Non, mais c'est spécial quand même. Mais je sais qui pogne le ticket s'il rentre dans le bar, l'élan ou le propriétaire du bar? Je sais pas, mais sur un élan, ils vont le savoir. Je le demande. Puis pour les spécialités culinaires, ben vous pouvez essayer le saumon sauvage, le crabe royal d'Alaska, bien sûr. Puis pour les curieux, vous pouvez même aller goûter à du muktuk. Ça serait de la peau et de la graisse de baleine. Baleine. Qu'est-ce que tu dis, toi? Baleine. Baleine. Moi, je pense que je dis baleine. Ouais, Donc, baleine. je pense que tu peux aller goûter ça dans certaines communautés inuites. Fait que Flo, dis-moi donc pourquoi l'Alaska, c'était si unique? Ben, écoute, avec ces paysages à couper le souffle, les glaciers immenses, le fjord profond, les montagnes enneigées, les forêts boréales à perte de vue, ben l'Alaska, c'est la nature à l'état brut. Encore sauvage et préservé, c'est l'un des rares endroits où tu peux encore ressentir l'immensité du monde. Puis vraiment, de tes yeux, observer la splendeur dans toute son... Dans toute sa grandeur. Écoute, exactement. Ensuite, ben, ça a une faune exceptionnelle. Les ours bruns, les orignaux, les aigles à tête blanche, les loutres de mer, les phoques et j'en passe. Je dirais que j'ai à peu près tout vu ça de mes yeux. Ensuite, tu as l'observation des baleines à bosse ou des orques en pleine mer. Un moment vraiment magnifique que moi, je n'ai pas fait vu qu'on était déjà en croisière et j'en ai pas vu, malheureusement, des orques, ce que j'aurais vraiment voulu voir. Mais j'ai vu beaucoup de baleines à bosse faire des spectacles. Tu sais, c'est comme inné en eux. Il y a tellement de bateaux de croisière dans ce coin-là qui suivent les bateaux. Donc, ils te suivent vraiment. Ils peuvent te suivre pendant 1 heure. Moi, j'ai vraiment regardé... C'est sûr, j'avais pas de longue vue, mais je le voyais quand même à l'œil nu là, du bateau. Ils nous suivaient, ils faisaient un petit concert, puis un petit concert parce qu'ils faisaient on dirait des pirouettes là, dans l'eau. Puis on a été comme bonne vingtaine à regarder ça du restaurant, puis c'était le fun. Là. C'est un beau moment. T'as dit longue vue jumelle. Je me demande si des jumelles, c'est ceux qui ont les 2 places pour les 2 trous pour les yeux, puis une longue vue, ça serait seulement quelque chose que t'as grandi comme ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Tu t'as dit longue vue, puis je me suis dit... Mon Dieu, à quel âge, elle? Des longues vues. Ben, il y avait beaucoup de personnes plus âgées sur le bateau aussi. Fait que, j'ai demandé justement sa longue vue. Fais-moi donc tes longues vues, Roger. Fais-moi donc tes longues vues, Roger. L'Alaska, c'est vraiment un sanctuaire naturel vivant. Il y a des villes pittoresques chargées d'histoire comme Juneau, Skagway, Ketchikan, des noms uniques puis des ambiances complètement différentes. Ah ouais. Tu y découvres l'histoire de la ruée vers l'or, la culture autochtone, la pêche, la vie nordique, bref, tout ce dont tu as besoin de savoir est là. Puis tu peux le retrouver même dans une seule ville à la fois. Chaque escale a son charme puis son identité propre. On peut vraiment dire en fait que c'est un sentiment de déconnexion totale avec le monde de la ville. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en fait, là. C'est pas de réseau, pas de stress, juste l'immensité de la nature. En fait, Alaska offre un retour à l'essentiel, une vraie pause. Puis ça, honnêtement, ça m'a vraiment fait le plus grand bien. De faire une pause. Ouais, une vraie pause. Flo, t'es allé, moi je trouve que c'est de la meilleure manière, t'es allé découvrir l'Alaska en croisière. Ouais. Dis-moi pourquoi t'avais choisi de le faire comme ça.
Ben, en fait, je m'étais fait dire qu'une des seules façons d'explorer l'Alaska, ça serait sur un bateau de croisière dont je n'étais pas super... en fait, je n'aurais pas pensé faire une croisière dans ma vie, donc j'avais mis ça un peu de côté jusqu'à ce que mon ami m'appelle il y a un an et me dise « Hey, il y a une place disponible dans un groupe où je connais la personne. Bon, super gentil. On est un gros groupe. Est-ce que tu as envie? » Puis là, j'ai dit, ben écoute, pourquoi pas? Je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Je me suis renseignée, puis pour explorer l'Alaska, il y a beaucoup de places où c'est inaccessible. Il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas reliés par des routes. Okay. Donc, il y a Juneau, Glacier Bay, Misty Fjord. En bateau, ben t'atteins ces coins-là sauvages sans stress. La croisière devient donc la meilleure façon de découvrir plusieurs villes ou coins du pays en même temps. Puis en plus, t'as pas à gérer la logistique. Ouais, exactement. Oui, surtout ça. Pour ce qui est du confort puis de l'aventure en soi, ce qui est bien, c'est que tu navigues pendant la nuit. Puis quand tu te réveilles chaque matin, t'es face à un décor spectaculaire. Oui. T'as les fjords, les glaciers, les montagnes. Bon, je vais souvent dire ces mêmes mots-là, mais c'est important parce que c'est ça qu'on voit chaque matin. Juste pour faire une petite parenthèse, il y a un matin où j'étais allée au spinning, parce que oui, je suis un accro du spinning, même en voyage. Puis mon décor en allant au spinning puis en sortant... C'était pas vitré, ton spinning? Oui, ben non, on était vraiment dans une petite salle, mais les gens qui étaient au gym, quand je suis rentrée sortie, il y avait le Glacier Bay. C'était incroyable, tu sais. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu as certaines activités que c'est vraiment quand t'es juste à Tissi, là, qu'ils appellent, là, à Tissi. Puis il y en a d'autres que c'est vraiment en mer. Donc ça faisait partie d'une des choses qu'on pouvait faire quand on était vraiment comme... Accosté. Accosté, ouais. Accosté ou dans la place comme le Glacier Bay, vu qu'on roulait vraiment pas vite. Là. C'était, je pense qu'on tournait, en fait, là, dans le Glacier Bay. Donc, pas besoin de refaire ta valise, ni de gérer la logistique. Tu découvres un territoire sauvage tout en dormant dans un lit super moelleux. Et ça, c'est le cas de le dire. Les chambres étaient vraiment nice. Fait qu'en gros, Chantal, on pourrait dire que c'est un spectacle en permanence. Soit depuis le pont, ou ton balcon, parce que oui, moi, j'avais une cabine avec balcon. C'est un must. Ouais. T'observes les baleines, les phoques, les aigles, les glaciers à toute heure de la journée. Nice. Puis même au souper aussi, je tiens à dire, parce que tout était vitré. Mm-hmm. C'est vraiment une carte postale vivante 24 heures sur 24. Là. Le lever du soleil sur un glacier, les baleines qui sautent au loin, les montagnes en fond de Seine. Bref, c'est vraiment à voir une fois dans votre vie si vous avez la chance. Les escales sont uniques puis surtout variées. En une semaine, tu découvres plusieurs villes, cultures et paysages. Sans te presser surtout. En fait, moi, je pensais qu'on n'avait pas assez de temps, puis c'était vraiment parfait. Comment c'est fait, c'est vraiment... Chaque port d'escale te plonge dans une nouvelle ambiance, de la randonnée sur glacier, des chiens de traîneau, de la culture autochtone, des vieilles villes, de la ruée vers l'or, sans courir après le temps nécessairement. Donc, c'est vraiment... Je vous le dis, là, c'est bien géré. Vraiment, je le recommande encore une fois. Puis c'est surtout une expérience humaine. Tu sais, la croisière, c'est aussi une ambiance chaleureuse, des bons repas, des spectacles de qualité, plaisir de partager ça, tout le monde ensemble. Comme nous, on était dans un gros groupe, donc ça, c'était vraiment le fun. Les restaurants sont incroyables, les activités variées, puis c'est vraiment une organisation qui est impeccable. L'Alaska, c'est le souffle du Grand Nord et la nature dans toute sa puissance. La croisière, c'est la façon la plus simple et magnifique de découvrir un territoire immense sans sacrifier ton confort et ton envie d'aventure. Tu viens de parler de spectacle à bord, là. Chez Royal Caribbean, là, t'as vraiment des comédies musicales de Broadway qui ont été peut-être un peu écourtées, comme, mettons, Mamma Mia ou Hairspray. Puis chez Norwegian, mais c'est plus comme des licences comme Jersey Boys ou des trucs originaux comme Choir of Men. Donc ça peut vraiment agrémenter aussi tes soirées sur des croisières. Je t'ai fait un segment des principales compagnies de croisières commerciales qui vont en Alaska. Super! Donc, t'as Princess Cruise, qui est une très bonne compagnie réputée en Alaska. All in America, c'est une compagnie, ça fait plus que 75 ans qu'ils vont en Alaska. Je te dirais que c'est pour une clientèle vraiment plus âgée. T'as Royal Caribbean, ça, c'est vraiment divertissant, c'est adapté aux familles. T'as des ziplines, des simulateurs de chute libre, notamment à bord du Quantum of the Sea ou Ovation of the Sea.
T'as Norwegian, t'as des navires comme le Bliss, le Joy ou l'Encore. C'est vraiment un idéal pour tout type de voyageurs, puis même les voyageurs en solo parce qu'ils ont des cabines pour des personnes seules. Celebrity Cruise, donc c'est des croisières qui sont un petit peu plus haut de gamme, mais qui restent quand même abordables à tout le monde, là, comme un peu tout ce que je viens de nommer. Eux, ils partent souvent de Vancouver. T'as des navires hyper modernes, comme le navire Edge, qui a un bar qui s'appelle Magic Carpet. Je trouvais ça vraiment intéressant de vous dire c'est quoi le Magic Carpet, parce que quand il a été inauguré, ce bateau-là, puis que je l'ai vu, j'ai trouvé ça trop cool. C'est comme une plateforme flottante, orange vif, qui est fixée sur le côté du navire, là, sur le Edge, et qui monte et qui descend. Donc, elle est mobile, puis elle se positionne à différents ponts du bateau selon le moment de la journée ou de l'escale. C'est comme un restaurant suspendu en pleine mer. Ça peut servir de bar ou de lounge, vraiment unique. Ça peut être un restaurant éphémère pendant la semaine, mais c'est aussi la plateforme d'embarquement premium. Donc, si tu prends un service premium à bord. En tout cas, je viens de regarder les photos, Chantal. Je te confirme que moi, avec mon vertige, j'ai la peur des hauteurs. Je n'irai pas dans le Magic Carpet. Ah ben, on se laisserait quelques heures, car moi, j'irais solide. Ben d'accord, je te laisserai et je te prendrai en photo. Ben, c'est du haut de gentil. ton Magic Carpet. Une de nos croisières préférées, la Disney Cruise Line. Tu peux retrouver à bord tout l'univers du Disney, mais c'est adapté aux grands espaces. Comme par exemple, tu vas avoir... les personnages vont être en costume polaire. Donc, Mickey puis Minnie vont être en tenue d'explorateurs arctiques. Tu devrais le faire, toi, cette Ben, croisière-là. Oui, moi, de croisière Disney, n'importe quand, ils Mais m'attendent. en là. Alaska, t'aimerais Oui, ça. oui. Ouais, vraiment. Beaucoup de gens autour de moi qui l'ont fait, l'Alaska, sur Disney Cruise Line. Ah oui? Ouais. Fait que, oui, un jour, ça va être mon tour. Oui. Il y a des activités familiales qui ont été pensées pour découvrir la faune, les glaciers puis l'histoire locale. Fait qu'ils font pas mal toutes les escales classiques que tu as nommées tout à l'heure, avec des excursions classiques un peu comme la balade, traîneau à chien. Disney, ça reste du haut de gamme, là, fait que tu as des restos à thème, des spectacles musicaux, un service hyper attentif, puis un club d'enfants renommé. Disney en Alaska, c'est une façon de vivre l'aventure en famille, là, 100%, là, sans perdre la magie et le confort. Puis c'est vraiment parfait pour un petit voyage en wilderness avec une touche conte de fées. Si tu vas voir l'Alaska, mais que tu as des enfants, tu n'es pas obligé d'attendre ou de les faire garder. Non, tu peux exact, y aller. c'est cool, ça. Oui, effectivement. Tu as des croisières qui sont vraiment plus de luxe et des croisières d'expédition aussi. Tu as Silver Sea et Seabourn. C'est des offres qui sont tout compris, généralement avec des vols, les transferts. C'est des vraiment plus petits bateaux. Et je rêve un jour de faire une croisière Seabourn. Quand tu reçois tes documents, là, non pas électroniques, t'arrives tes documents livrés chez toi dans une poche en velours. Donc, ils sont vraiment pas paperless, eux autres, là. Non, non. mais tu vois le genre, Non, si ouais, tes non, documents c'est ça. arrivent dans une poche en velours, ma OK. fille. T'as Viking. Viking, là, c'est très reconnu pour les croisières des River Cruise, mais t'en as aussi en Alaska, donc c'est une ambiance plus scandinave, zen. Puis t'as une excursion gratuite dans chaque port. Fait que oui, des fois, une croisière comme ça, c'est vraiment plus cher à l'achat, mais t'as plus d'inclusion sur... Tu sais combien que ça coûte, hein, une excursion? Ah oui, non, je sais. Ça coûte la peau des fesses, là, quand que Ben, tu sais, t'arrives. ça entre, mettons, 115 et comme ça peut aller jusqu'à 1000. 1000 quelques, là. Oh, oui, exact. Ouais. Oh, je l'ai vu avec l'Alaska, là. Fait qu'eux, ils ont proposé une dizaine d'excursions différentes. Inclus dans ton prix. Inclus dans ton ouais, prix. ça, c'est sûr que ça vaut la peine. Comme tu dis, à l'achat. Puis, tu sais, en plus, qu'est-ce qui est le fun aussi, tu sais, des croisières. Moi, j'avais mis un dépôt Oui. de 350, je pense, un an avant. Puis là, il fallait que je le paye, je pense, c'est 90 jours avant, c'est ça? Ouais, à peu C'est près. 90 jours, c'est un 120 peu. ou C'est 90. ça, dépendamment de la compagnie, là, mais tu dois payer la totalité du voyage. Donc, tu as quand même au moins 8 mois là, pour y penser puis mettre l'argent de côté. Fait que ça, c'est le fun. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ça existe, cette façon-là de faire. Là. Puis je dirais que souvent, le dépôt est 100% remboursable. En plus. Aussi, Oui. avant une telle journée. Une certaine date, oui, une c'est ça. certaine date. Fait que si tu décides d'annuler, ben, y a pas de, tu vas être remboursé. Là. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est quand même bien à savoir. Moi, je veux dire, je savais pas qu'il y avait quand même cette flexibilité-là Ouais, absolument. avec des croisières. Donc, tu sais, quand t'es parent, tu veux planifier ça d'avance, c'est quand même bien de se dire, de budgéter ça, là. T'as Cunard. Cunard est une très belle. C'est art déco, c'est des thés, des conférences. Et t'as une compagnie qui est vraiment magnifique. Ça s'appelle HX, qui est un diminutif pour Hurtigruten Expedition. T'as On Cruise Adventure,
Alaskan Dream Cruise, ben ça, c'est toutes des croisières d'expédition qui sont écologiques. C'est des petits navires hybrides ou des yachts qui permettent d'atteindre des zones qui sont inaccessibles avec les gros navires. Wow, ça, c'est cool à savoir. Oui, vraiment. Et souvent, sur ces croisières-là, tu vas avoir des professionnels qui vont venir te faire une présentation sur la destination ou une présentation. C'est des croisières vraiment informatives. Donc, tu peux avoir des espèces de TED Talk sur la région, un animal en particulier, Des gens de conférenciers, quasiment, Oui. là, qui connaissent vraiment des experts. Oui, des experts, exact, qui connaissent la destination. pour les geeks, là. Ouais. C'est Moi, j'aimerais vraiment ça. merveilleux. Au final, là, si tu cherches une croisière familiale ou une expérience haut de gamme ou une aventure d'expédition, ben il y a vraiment une option parfaite pour toi. Beaucoup de gens qui me demandent, Chantal, c'est quand le meilleur temps pour faire une croisière en Alaska? Ben en mai, comme toi t'es allé, Flo, c'est là où ce que toute la nature se réveille, n'est-ce pas? Il y a beaucoup moins de monde, les prix sont plus bas, les journées commencent à allonger, il y a moins de moustiques. Hein? On aime ça. Par contre, il faut prévoir qu'il y a des routes qui peuvent être encore enneigées par endroits, puis les températures sont plus fraîches. À août aussi, c'est très populaire. Mais là, l'été bat son point, l'automne commence à se pointer un peu à la fin du mois. La faune est très active, donc tu vas voir des ours, des saumons, des baleines, mais tu vas aussi voir des petits bébés. Parce que, mettons qu'ils sont nés en juin, ben au mois d'août, ils commencent vraiment à être plus à l'aise, à sortir, à se promener avec la maman. Donc, tu risques d'avoir beaucoup plus de petits bébés en nature. Toutes les excursions sont ouvertes et les journées sont encore plus longues. Il y a plus de monde, puis les prix sont plus élevés. Puis les moustiques, ben eux, ils sont vraiment plus présents. Si on parlait de la pluie, ben la pluie est plus fréquente aussi sur la côte sud-est. Septembre. Septembre, l'Alaska passe à un mode automne, des couleurs flamboyantes, une atmosphère vraiment plus tranquille. Les paysages sont magnifiques, tu commences à voir les premières aurores boréales, puis t'as des promos de fin de saison et t'as moins de touristes. À prévoir, bien sûr, les températures plus fraîches, le gel possible la nuit, certaines activités qui ferment plus tôt parce que les journées commencent à raccourcir. Dans toutes les compagnies de croisière que je viens de te nommer, tu avais choisi laquelle, puis tu étais à bord de quel navire? Moi, j'étais à bord du Norwegian encore, considéré comme assez gros au niveau des Norwegian. Je pense qu'il compte plus de 4000 passagers et plus de 1900 crew members. OK. T'as-tu senti qu'il y avait... Oui. Qu'il y avait beaucoup de monde? Oui, vraiment. Ouais? Je savais déjà ta question parce qu'on me l'a demandé souvent, puis pour moi, personnellement, c'est trop gros. OK. Moi qui est quand même... Oui, mais t'as-tu senti qu'il manquait de place? Oui. Okay. Oui, au resto, au bar. Au resto, on faisait des fils, au bar aussi. OK. Oui, je l'ai senti. En débarquant du bateau, non, par contre, c'est super bien géré. Tu sais, t'as comme 2 étages où les gens sortent de chaque extrémité. Fait que ça, c'est quand même bien géré, mais overall, dans l'atrium, au 6e étage, où on se rencontrait, il manquait tout le temps de chaises. Tu sais, comme une cruise qui est un peu plus âgée. Donc, pas beaucoup d'enfants. Tu sais, les gens sont plus là à chiller, mettons, qu'à sortir des fois du bateau. Oui, c'est une destination plus âgée. Oui, exactement. Donc, je pense moins à 25 ans d'aller faire la fête en Alaska. Non, là. exact. Non, c'est ça, vraiment pas. Ceci dit, sur ce bateau-là, il y avait une piste de go-kart sur le top du bateau. Ouais. Je pense qu'elle fait même 2 étages, non, la piste? Oui, elle fait... elle descend... Ouais. Elle fait pas 2... Oui, elle fait 2 étages. En fait, tu pourrais considérer ça comme 2 étages, exact. Ma chum, avec qui j'étais, Patricia, l'a fait. Elle a adoré ça. C'était vraiment cool. Dans le fond, elle l'a fait avant qu'on arrive donc sur l'île Victoria, là, dans le fond. Oui. Ça, c'est comme notre dernière destination. Parce que sinon, le reste du temps, il y avait comme trop de monde. Il y avait des line-up. Puis là, tu sais, tout le monde attendait pour sortir du bateau. Fait qu'elle l'a pogné juste à temps. C'est bien. Après ça, il y a des glissades d'eau. Il y a beaucoup d'activités à bord, casino, spa. Donc, on n'a pas le temps de s'emmerder ou de se demander qu'est-ce qu'on va faire. C'est plus, c'est quand qu'on va le faire. Oui. Puis, qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que moi, je ne savais pas, mais il y a un horaire. Chaque soir, il y a un petit planning pour le lendemain que tu reçois dans ta porte. Oui. Puis, tu peux vraiment, là, Patricia s'occupait de ça, elle cochait, là, tu sais, avec un surligneur, qu'est-ce qu'on pouvait faire le lendemain. À 8 h, c'est le karaoké. Ouais, exact. À 9 h, tu vas avoir un show d'humour. Exact, c'est ça. Non, c'est... Puis aussi, il y avait justement un comedy club que j'adore. Donc, on y a été quelques fois. Le karaoké aussi.
Donc non, ça, c'était vraiment... C'était super. Puis il y avait en plus un bar à Mojito. Donc moi, j'ai vraiment été quasiment tous les jours. Je me suis dit, c'était incroyable. Des mojitos que j'avais jamais goûté. Fait que c'était super. Mojito à la framboise. Oui, vraiment. Que je dois dire que ce voyage-là m'a profondément marqué. Je dois t'avouer que ma perception des croisières a complètement changé, comme je t'ai dit. Avant, je voyais ça comme une option un peu touristique, mais après l'Alaska, je vois surtout la beauté de découvrir un monde nouveau, de manière fluide, bien orchestrée et franchement agréable. Puis en plus, c'est ce que les gens savent peut-être moins, c'est que les croisières ont un impact économique majeur pour les villes où on fait des escales. Puis en Alaska, on estime qu'un passager de croisière dépense en moyenne entre 150 et 200 $ US par escale, donc par destination, que chaque navire en escale peut rapporter jusqu'à 1,5 million de dollars en une seule journée à la communauté locale, ce qui est immense pour des villes qui ont du tourisme juste 6 mois par année. Donc, ça fait vraiment une différence pour ces petites villes-là. Puis non, les toilettes se déversent pas dans l'océan comme certains l'imaginaient, et je pourrais dire que peut-être moi aussi, je l'ai imaginé aussi. Puis, dans le fond, les systèmes de gestion des eaux usées sont ultra réglementés et très bien encadrés. L'environnement, c'est vraiment une priorité pour les croisières. Exact. Puis je me rappelle que tu avais une conception très erronée de la chose. Tu avais posté de quoi sur Facebook il y a 3 ans environ qui disait à quel point qu'une croisière, c'était polluant. Et moi, je t'avais répondu un texte d'environ 800 lignes pour t'expliquer le contraire. Peut-être que c'est ça qui t'a fait changer d'idée puis qui t'a fait dire oui. C'est ça qui m'a fait changer sur bien des choses si on est rendu là aujourd'hui. J'imagine. Fait que j'ai voulu expliquer un peu à tout le monde c'était quoi les mesures environnementales à bord des navires de croisière. Tu viens d'en parler, le traitement des eaux usées. La plupart des compagnies modernes, là, comme Norwegian, Celebrity ou Royal Caribbean, utilisent des systèmes de traitement d'eau à la pointe de la technologie. Ça s'appelle Advanced Wastewater Purification System. Ça veut dire que toutes les eaux noires, comme l'eau des toilettes, les eaux grises, l'eau des douches, des cuisines, sont filtrées, purifiées, puis parfois jusqu'à un niveau quasi potable avant d'être rejetées. Après ça, tu as la réduction du carburant puis des émissions. Beaucoup de navires récents passent au carburant qui sont vraiment plus propres, comme le GNL, gaz naturel liquéfié. Ah, je savais même pas ça. Oui, c'est vraiment. intéressant. T'as d'autres qui investissent dans des systèmes qu'on appelle scrubber, comme genre un laveur de fumée. Ça capte les particules polluantes. Certains ports obligent aussi le branchement à quai. Ça s'appelle un shore power. Fait que le navire se connecte au réseau électrique local au lieu de faire tourner ses propres moteurs pendant l'escale. Wow! Ouais, ça commence à être... C'est de plus en plus sophistiqué. Oui, là. absolument. En fait, ils savaient là, que les écologistes avaient beaucoup à dire sur le sujet, que ça vraiment. polluait vraiment. Donc, pour contrer la chose, ils se sont améliorés. Pour contrer le sujet puis dire que non, tu sais, voici les faits. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, je trouve que c'est très bien. Tu as une gestion des déchets solide. Tous les déchets sont triés, compactés puis débarqués à terre pour traitement. La loi interdit, bien sûr, de jeter n'importe quoi en mer. Le plastique à usage unique est de plus en plus banni à bord. Fait que, comme, mettons, les pailles ou les bouteilles d'eau. Certaines compagnies collaborent avec des ports certifiés Greenport, qui, eux aussi, ont leur propre politique zéro déchet. Ah, c'est super bien, ça. Tu as la préservation des écosystèmes. Fait que là, tu as des itinéraires qui sont ajustés pour éviter les zones de reproduction des baleines ou limiter les collisions avec les mammifères. Les excursions à terre travaillent souvent avec des partenaires locaux pour respecter la faune et la flore. Donc, les zones protégées, l'observation encadrée, puis pas de feeding sauvage, là, tu sais. Puis les nouveaux navires, dans le fond, sont de plus en plus verts. Les nouvelles générations de navires, comme par exemple le Norwegian Prima, le Celebrity Edge, ils sont conçus pour être vraiment plus éco-énergétiques, avec une carène optimisée, des systèmes de récupération de chaleur, des ampoules LED, bref, j'en passe. Des compagnies d'expédition comme On Cruise ou tous ceux que je vous nommais tout à l'heure testent même des moteurs hybrides et des batteries pour naviguer silencieusement dans des zones sensibles comme l'Arctique. Oh, wow! Moi, j'ai fait une croisière aussi en Hawaï et en Polynésie française et j'ai fait une excursion à bord du navire qui expliquait comment il traitait les eaux usées. Dans le fond, tout ce que je viens de te nommer, je l'ai vu de mes yeux vus et c'est vraiment bien fait. Et aussi, on a vu comment que ça fonctionne sur un navire, que ce soit pour la cuisine, que ce soit même... J'avais trouvé ça franchement intéressant. Sur le mur de la cuisine, tu avais une photo de chaque plat. Fait que
Tu voyais exactement comment chaque plat devait absolument être présenté chaque fois. Je me suis dit qu'il y a beaucoup de restaurants qui devraient avoir la même chose dans leur cuisine. Effectivement. Fait que l'uniformité, mettons. Ouais. Ben c'est pas mal ça. J'étais vraiment contente. Je voulais le pointer à tout le monde à quel point que c'est... Ben, c'est sûr que ça reste un transport puis que c'est pas la chose non plus la plus C'est écologique. pas comme un auto à gaz, là, comme on a encore, tu sais, c'est pas 100%, mais ça s'en va vers quelque chose de vraiment plus éco-énergétique puis C'est ça, on essaie écologique. de s'améliorer. Ouais, exact, ah, c'est bien. Ben maintenant, je pense que je vais aller dans le vif du sujet puis je vais vous raconter un peu ce que j'ai vécu. Oui! Parce que, dans le fond, ce voyage-là, c'était pas juste une croisière, mais c'était une série de moments forts, de paysages bouleversants, de rencontres marquantes. Chantal, si je devais résumer cette croisière en un mot, ça serait quoi? Je pense que ce serait inoubliable. Mais ce mot-là, ben ça suffit pas pour rendre justice à tout ce que j'ai vécu. Je vais te raconter un peu quelques-uns des moments les plus marquants, ceux qui resteront gravés dans ma mémoire pour très longtemps. On est allé à Skagway. On a fait le White Pass Scenic Railway, qui est environ 150 $ canadiens. Bon, moi, j'adore parler d'excursion, alors on peut directement réserver sur le NCL, l'application. En fait, c'est vraiment conseillé pour éviter, dans le fond, qu'on ait plus de place rendu sur le bateau. Effectivement. Oui, donc, je pense que comme dépendamment, là, quand tu veux y aller, quand vous débarquez. Puis c'est super bien fait. Tu sais, moi, à un moment donné, je me suis dit, hey, on débarque-tu à temps? Tu sais, fait que c'est tout arrangé avec les heures. Tu sais, on débarque à telle heure, puis là, il y a un transport qui vient nous chercher, qui nous amène là-bas. Donc, il calcule vraiment le temps, est-ce qu'on est revenu avant que le bateau décolle. Donc, tout ça est vraiment super bien géré sur l'application. Effectivement, c'est un point hyper important que tu soulèves. Si tu fais une excursion avec ton navire, ils te laisseront jamais à destination, ils vont jamais t'oublier là-bas. Si tu prends une excursion avec Joe Blow qui t'attend dans une petite vanne blanche à l'extérieur du bateau, si tu pognes du trafic, si tu as un flat, s'il se passe n'importe quoi puis que tu n'es pas de retour à temps, le navire ne t'attendra pas. Viator a une politique, est une compagnie d'excursion externe. Comme Get Your Guide. Comme Get Your Guide, mais je sais pas pour Get Your Guide, mais Viator, en tout cas là, c'est une politique que si jamais tu manques ton bateau, il t'apporte à ta prochaine destination. OK, bien ça, c'est bien à Ça savoir. au moins. OK. Fait que, ouais, excuse-moi, j'ai fait... Non, ben c'est bon, mais écoute, c'est parce que moi, dans le fond, ça me stressait. Je me disais, oh mon Dieu, on n'arrivera jamais. Tu sais, comme on a quand même, je sais pas, là, mettons, une destination, on avait comme 4 heures. Là, je me disais, on n'a pas le temps de faire une excursion. Là, ma chum, elle me dit, ben oui, on a le temps. Ils font vraiment ça pour, tu sais, c'est super bien fait. L'application, c'est A1. Par contre, il faut souligner que sur le Samsung, maintenant, sur les Android, ils ont un peu de difficulté, là. Ça me demande toujours une mise à jour. Mais bref, ça fonctionne quand même super bien. Premier arrêt, avec la croisière, on arrête à Skagway. C'est une petite ville figée dans le temps qui a été le point de départ d'un moment absolument grandiose. Le White Pass Scenic Railway. On monte à bord de ce train-là, centenaire, notre groupe de 25. C'est comme si on remontait l'histoire ou on remontait le temps. Le tracé suit celui qu'ont emprunté les chercheurs d'or en 1898 et le décor est digne d'un film d'aventure, je vous le garantis. Falaises abruptes, ponts suspendus, gorge profonde, cascades. Bref, c'est vertigineux puis c'est sublime. Pendant que le train grimpe lentement vers le sommet, tu restes scotché à la fenêtre ou moi, j'étais scotché dans le sens contraire de la fenêtre parce que clairement, ça commence à être très haut à un certain point. J'avais le souffle court devant toute cette beauté, une vraie leçon d'histoire puis de nature. Ça a une élévation de 2865 pieds d'altitude. Donc, c'est hyper haut. On passe au sommet du Col White, qui fait partie du Yukon. OK. On visite les États-Unis et le Canada en même temps. Puis, il était utilisé justement là, dans le temps de chercheurs d'or et tout ça. C'était super intéressant là, tout au long de l'excursion. Il y a quelqu'un justement qui parle de tous ces éléments-là. Puis, j'ai acheté la petite revue à la fin là, qui était dans le train. Donc, c'était super. Quand tu es allé faire l'excursion à bord du train, as-tu eu le temps de voir autre chose à Skagway? Ouais, ben en fait, un point qui est bien, c'est que quand tu arrives au port, quand tu arrives aux différents ports, en fait, en Alaska, tout est vraiment à côté ou presque. Tu sais, c'est 5-10 minutes, donc des villes portuaires. Ouais. Donc, tu es vraiment proche. Puis, qu'est-ce qui était bien, c'est qu'à Skagway, l'excursion même était à comme à peine 10 minutes du bateau. OK. Donc, on a marché, on a pris le train, tout ça, on a fait l'excursion.
Puis ensuite, quand on est revenu, on a décidé, une gang, là, peut-être une quinzaine du groupe, d'aller manger au Red Onion Saloon. Quand tu dis que tu mets les pieds à Skagway, c'est comme je vous dis depuis tantôt, tu remontes directement à l'époque de la rue vers l'or. Et l'un des lieux les plus iconiques pour le sentir, c'est le Red Onion Saloon. Fait qu'à la fin du 19e siècle, Skagway, ben, c'était la ville de passage pour les chercheurs d'or du Klondike. Ils débarquaient là en quête de fortune, ben, puis de tout le reste dans le fond. Alors, le Red Onion, lui, c'était un saloon, mais aussi, disons-le franchement, Chantal, une maison close très fréquentée. Le slogan officieux, ben, c'est The finest dance all in town. The best views upstairs. OK. Ouais. Alors aujourd'hui, le bâtiment est toujours là, sur Broadway Street, avec sa façade typique en bois. Puis ben, c'est devenu un resto-bar hyper sympa où tu peux boire une bière bien fraîche, manger de la pizza, qui est vraiment super d'ailleurs, tout en te plongeant dans l'ambiance western. Puis tu sais quoi qui est le plus drôle? Quoi? Ben, c'est qu'au-dessus du restaurant, tu peux visiter le petit musée du bordel. Bordel comme effeuilleuse. Ben, c'est une petite visite guidée qui te fait découvrir en dedans de 20 minutes les chambres, la vie des madames de l'époque et leurs secrets un peu croustillants. Fait que c'est ça la belle vue du deuxième étage. Exactement. Fait que si t'as la chance d'y aller, l'accueil est super sympathique. Le staff est souvent en costume d'époque, style corset, jupe à fourfou, jarretière, comme si t'étais vraiment revenu en 1898. Et après un tour de train au White Pass, ça vaut la peine d'y prendre une petite pinte. Nice. Le Red Onion, c'est pas juste un bar, mais c'est un petit bout d'histoire vivante de la ruée vers l'or et un incontournable pour lever ton verre à cette merveilleuse ville qui est Skagway. On pourrait dire cheers aux chercheurs d'or, aux madames du passé. Good. Ensuite, deuxième arrêt, Juneau, la capitale de l'Alaska. Et là, je pourrais dire qu'on a eu une des meilleures excursions, en fait, qui était vraiment pas prévue. On a marché 5 minutes en sortant du bateau, un peu comme vers où toutes les voitures se stationnent et tout. Puis, il y a un petit monsieur, Yoel, qui s'avance et qui nous dit « Hey, vous êtes un groupe? Moi, j'ai un petit van. Il compte 12 personnes. Êtes-vous partant pour combien de temps que vous avez environ de faire une visite guidée à bord de ma minivan pour 10 $ chaque? » Non. Je te jure, Chantal, Non. c'était... Puis Yoel, je sais que t'écouteras pas ça parce que c'est en français, mais vraiment, ça a été mon coup de cœur et je vais vous donner les informations. Si jamais vous y allez, vous pouvez m'écrire, nous écrire un courriel, je vais tout vous donner. J'ai encore le pamphlet. Je vais le mettre dans la newsletter. Fait Oui, qu'il faut s'abonner à la oui, newsletter pour exactement. avoir les informations de Joël. Sur les Barniques sur la Go, notre newsletter. Oui, sur notre site web. Yes. Il nous a fait faire un tour complet de Juneau pour les 4 heures qu'on était là-bas et c'était merveilleux. En mini-boss, avec un guide local exceptionnel, c'était tout simplement génial. Il nous a fait découvrir les incontournables de la capitale, mais avec un regard personnel, passionné et surtout très profond. On a visité The Lashton's Mining Museum, The Historical Park, plongé dans l'univers des anciens chercheurs d'or encore une fois. On a marché sur les traces du passé, au milieu de vieilles machines rouillées et des sentiers boisés. Et tout ça, j'aimerais le spécifier, il mouillait à Sio. Ouais. Donc, l'expérience était vraiment là. Puis, on a fait un arrêt mythique au Alaskan Hotel, un bâtiment chargé d'histoire et de mystère. Puis Yoel nous a partagé quelques anecdotes assez croustillantes, des histoires de fantômes, de personnages hauts en couleur. Je vais vous en conter une d'ailleurs, mais juste avant, je vais vous parler un peu du Alaskan Hotel and Bar. En fait, quand tu passes par Juneau, tu peux pas manquer ce monument. C'est littéralement l'un des plus vieux hôtels encore en activité de la ville. Il a ouvert ses portes en 1913, à l'époque où Juneau était en plein boom minier, puis attirait des chercheurs d'or, trappeurs, marins et aventuriers. Sa façade victorienne et son bar en bois sculpté te plongent directement dans l'ambiance des débuts des années 20. C'est qu'il traîne autour de ce bâtiment une réputation de lieu très hanté. Plusieurs clients et employés racontent avoir vu des silhouettes floues dans des couloirs, entendu des bruits de pas ou ressenti de drôles de courants d'air glacé, surtout au 3e étage. Puis tu veux-tu savoir la meilleure, Chantal? Ce que Yoel nous a raconté? Cette fameuse histoire? Oui. Selon la légende locale, ce serait le fantôme d'une ancienne prostituée qui aurait été assassinée dans sa chambre
par un client très jaloux. Et depuis, son esprit rôderait, un brin protecteur, mais pas toujours commode. Puis aujourd'hui, le bar du rez-de-chaussée est encore super vivant. Concerts live, bière locale, vibe un peu old school. C'est le genre d'endroit où tu croises à la fois des locaux, des musiciens, des guides et des voyageurs de passage. Enfin bref, on aurait pu y passer des heures. Cette visite-là, c'était pas juste un tour de ville, c'était une plongée dans l'âme de Juno. Puis franchement, c'est grâce à Yoel que j'ai vraiment ressenti la ville. Merci encore à toi. 3e arrêt, Chantal, Ketchikan. Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Oh, écoute, c'était très court. C'était tôt le matin. Dans le fond, on avait réservé un spectacle qui s'appelait The Great Alaskan Lumberjack Show. On retrouve une toute autre genre d'énergie comparée aux autres villes que j'ai pu visiter. Imaginez 2 équipes de bûcherons qui s'affrontent dans des épreuves spectaculaires. Lancer de haches, scie à chaîne, grimpe de troncs et même course d'équilibre sur des troncs flottants. C'est à la fois impressionnant, drôle, interactif et hyper bien rythmé puis super bien animé par une fille qui était remplie d'énergie puis de, tu sais, là, OK, let's go, tu sais, comme vraiment, là, c'était très américain. Nice. Vraiment, c'était vraiment, surtout comme je te dis, à 10 h le matin, tu sais. Ça réveille. Je veux dire, puis il mouillait, là. Je pense que c'était la fois qu'il a mouillé le plus, on est comme, on pourra pas débarquer. En fait, on se demandait si le show allait avoir lieu. OK. Puis la fille, ce qu'elle m'a dit, c'est comme, Beau we're temps, so mauvais temps. used to it here. When it doesn't rain, it's not the same thing. Tu l'as bien, l'accent? Ouais, écoute, j'allais écouter assez. Qu'est-ce qui est le fun, Chantal, c'est que le public est à fond. Ils encouragent. Qu'est-ce qu'ils font en plus à chaque fois, c'est que c'est Canada versus US. Ouh! Donc, le crowd est vraiment impliqué. Ils sont allumés. Ils sont là, puis c'est comme, OK, let's give a round of applause for US. Tu sais, c'est vraiment... Puis les compétiteurs, c'est tous des anciens champions. Puis tu ressors vraiment de là avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Et je t'en parle, puis j'ai encore le sourire fendu jusqu'aux oreilles. C'est vraiment un pur moment de fun alaskan. Tiens, c'est un beau mot, ça, alaskien. Oui. Donc, en gros, on pourrait dire que Ketchikan, c'est coloré, c'est chaleureux, c'est tellement riche en culture autochtone. J'ai adoré les totems géants, l'ambiance de village de pêche, les bâtisses, en fait, bâtiments qui sont vraiment là, à même les montagnes. C'était assez impressionnant. Puis c'est une belle petite ville où on est allé justement voir le Lumberjack Show. Tu sais, on n'a pas eu le temps justement de rien voir de plus que ça. Mais, tu sais, ça vaut la peine de se promener dans la ville puis de visiter, là, comme il y a beaucoup, beaucoup de bijouterie. OK. Donc, c'est quand même bien à savoir. 4e arrêt, qui est l'avant-dernière, puis qui se fait à bord du bateau. C'est Baie des Glaciers. Écoute, quel moment, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, depuis le navire, on entre dans un parc national protégé. C'est complètement un autre monde. Le bateau ralentit, c'est silencieux. On entend les craquements sourds du glacier. On voit des blocs de glace dériver lentement, des phoques allongés dessus, comme des grosses boules molles. Ce bleu intense, profond, presque surnaturel. Pour vrai, j'ai presque eu les larmes aux yeux. Et ça, encore une fois, de mon balcon, c'était incroyable. C'est Ouais. pas juste un paysage, c'est une émotion en soi qu'on vit, là, honnêtement, là. Fait que dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que t'es pas débarqué du bateau. Non. Le bateau est allé... Il est rentré comme dans le parc, a Exact. vu Glacier Bay. Tu pouvais l'admirer. Quoi, Ouais. il est resté là combien de temps environ? En fait, on est arrivé le matin, puis on est reparti peut-être en milieu d'après-midi. Fait qu'il est resté là quelques heures. OK. Là. Ouais. C'est Puis vraiment c'est là que j'ai pu observer. Les baleines? Non, en fait, l'ours brun. Ah! Je m'en allais, je prenais une petite bouchée avant mon spinning à genre 8h30. Là, je voyais que tout le monde regardait comme dans une certaine direction, puis je disais, mais voyons, qu'est-ce que c'est, tu sais. Puis là, je me suis dit, attends, je vais comme arrêter, puis je vais regarder. Puis là, c'est là que j'ai vu l'ours brun. Il était immense, là. Puis tu sais, du bateau, ce que j'étais, on le voyait vraiment bien. Il montait les montagnes. Ils sont souvent sur le bord de l'eau parce que c'est là qu'ils pêchent. C'est là qu'ils se nourrissent, en fait. C'est là que t'as emprunté les longues vues à Roger. Non, c'est pas là. En fait, là, je me suis dit, j'aurais aimé ça avoir des longues vues parce que tout le monde en avait. Puis ils ont fait, hey! Tu sais, c'est drôle parce que tout le monde a la même intonation quand ils voient quelque chose. Puis là, je suis comme, ah, what's going on? Tu sais. J'avoue. C'est vraiment mon moment fort du voyage. On débarque pas, on reste à bord, mais wow, quel moment incroyable avec soi-même, en fait.
Le navire, il s'approche doucement de la rive. C'est là qu'on peut observer un peu plus les animaux, s'il y en a. Plus, c'est drôle parce qu'on a pu voir un brise-glace quand on était au Glacier Bay le matin. T'sais, très tôt le matin, là, il y avait un brise-glace que lui s'approche vraiment plus des glaciers. OK. Donc, tu peux voir qu'il y a vraiment deux façons là, de visiter, soit vraiment plus proche ou un peu plus loin, mais tu observes quand même la beauté, là, c'est assez impressionnant. Cool! Ouais! Puis dis-moi, parle-moi donc de la vie à bord là, de la croisière. Tu me l'as dit un peu tantôt, que bon, tu trouvais qu'il y avait des fils pas mal partout, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? À quoi tu as assisté à bord du navire? Ben écoute, Chantal, il y a un soir, j'ai assisté à la comédie musicale britannique qui est absolument géniale. Ça s'appelle The Choir of Men. Ah oui, ce que je disais tantôt. Ouais, exact. C'est un mélange d'humour, de chant, de musique live. C'est vraiment vibrant, touchant, puis c'est super bien monté. C'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu sur un navire. Ben, en fait, c'était mon premier, donc je peux pas comparer, mais moi, j'ai adoré ça. Puis comme c'était passé, je peux vous dire que entre les escales puis les paysages, on s'ennuie vraiment pas sur ce bateau-là. Il y a des restos incroyables, des spectacles dignes de Broadway, comme je viens de vous parler, des moments de détente avec une vue sur l'océan. C'est cette sensation de flotter entre ciel, mer et montagne. Je passerai mon temps à dire « Regarde ça! Non, mais regarde ça! Non, mais vraiment, là! » La dernière destination, c'est Victoria, qui est en Colombie-Britannique. C'est une ville charmante, fleurie, au petit goût un peu d'Europe. C'est parfait pour conclure ce voyage en douceur. Mais sachez qu'on n'a pas eu beaucoup de temps sur place, donc moi, avec ma passion du sport, j'ai incité les deux personnes avec qui j'étais à aller voir le match de UFC dans un bar qui était vraiment pas loin du port. On a pris... Tu me fucking niaises. Non, je te jure. Mais Le j'ai Victoria, déjà vu c'est Victoria. une des plus... Ah, OK. Non, je l'avais déjà vu, c'est ça. Mais t'as empêché deux personnes de la voir. Ma chum aussi, elle a déjà Ok, vu Victoria, ok, ouais, au ouais. moins. Ouais. Ben, puis l'autre, tu sais, l'autre personne avec qui on était, il nous a suivis. Il a dit, ah, ben oui, tu sais, pourquoi pas. Moi, en fait, je pensais qu'elle allait le montrer sur le bateau, parce que c'était quand même un gros combat. Mais non. Alors, j'ai dit, moi, je sors, vous me suivez ou non. Puis, ils ont décidé de venir avec moi, ce qui était super le fun comme activité. Mais tu sais, on avait comme à peine 3 heures, là. Donc, même si on voulait visiter, les gens avec qui on était, ils ont fait comme 1h30. Tu sais, ils voulaient pas aller trop loin, puis c'était le soir. On voyait pas grand-chose. Tu sais, fait que bref, c'était parfait comme dernière activité. Puis vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps, ben, ça a bien été. On est revenu 20 minutes avant que le bateau parte, puis c'était super. C'était pas présenté sur au bar sportif du bateau? Non, parce que quand on est accosté, il n'y a pas rien qui se passe, il n'y a pas de TV et tout ça. C'est ça que le gars m'a dit. Il dit, si on était assis, ça aurait été différent. Oui, c'est la même chose comme les casinos roulent pas Exactement. pendant que t'es accosté. Tu peux rester à bord du bateau, puis ça, c'est vraiment cool si t'as envie de profiter, par exemple, de la piscine ou comme ta chum a fait, d'aller faire des activités qui sont vraiment plus en demande quand t'es en mer. Ben là, c'est un bon temps d'en profiter où il y a moins de monde parce que la plupart des passagers sont partis dans leur excursion. Exact, ouais, c'est ça. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas. Mais comme aussi, je sais pas, là, peut-être que tu peux plus un peu m'aider avec ça, là, mais je sais que je voulais un peu mentionner que quand on est assis, il y a des spéciaux dans les magasins. Les boutiques sont également fermées lorsque tu es accosté. Puis quand tu es en mer, ben il n'y a pas de taxe parce qu'il n'y a pas de taxe en mer. Ouais, ben c'est ça. Donc, c'est bien si vous voulez acheter quelque chose. C'est comme un duty free. Exactement, c'est ça. Quand repensant à cette aventure-là, Chantal, ce que je ressens, c'est encore toute l'intensité que j'ai vécue, que c'était un voyage unique, puis dans tous les sens du mot. C'est un mélange parfait de nature brute, de confort moderne, puis de partage humain. Puis le groupe avec qui j'étais, c'était vraiment génial. On a ri, on a exploré, on a échangé des histoires, on a vécu chaque moment de façon à ce que ce soit le dernier quasiment. On s'est dit des histoires. Écoute, entre tout ça, il y a les paysages, que pour vrai, dans ma vie, à date, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi beau. C'est une combinaison hallucinante de montagnes massives, de glaciers scintillants, de forêts humides, de mers brumeuses, de lumières changeantes. Honnêtement, c'est gravé en moi pour toujours. Je recommande fortement et de tout cœur l'Alaska, surtout si vous aimez la nature, puis les grands espaces et des voyages qui vous transforment, parce que ça, honnêtement, je peux dire qu'à tout jamais, ça m'a donné un autre œil sur le voyage, sur les moments de silence. Pas de cellulaire, à juste me retrouver avec moi-même ou avec des gens que je connaissais pas, puis j'ai passé des moments extraordinaires.
Puis si vous décidez de le faire en croisière, ben vous allez voir que c'est encore mieux que vous l'imaginez parce que je vous garantis que c'est pas ma dernière croisière. Nice! Ben écoute, je pense que t'en as déjà même une de planifiée, hein? Oui, avec ma mère en février prochain. Bon, tu vois, Ouais. une récidiviste ici. Je voulais finir un peu sur une espèce de mythe. Il y a beaucoup de monde qui pense que l'Alaska a déjà appartenu au Canada, OK? Puis je comprends pourquoi qu'on peut le penser, parce que c'est vraiment collé sur le Yukon, collé sur le BC, mais ça nous a jamais appartenu. Dans le fond, avant la colonisation, l'Alaska, c'était habité par des peuples autochtones. À partir de 1741, c'est les Russes qui ont exploré et qui s'installent pour faire des traites de fourrure et tout. Donc, l'Alaska est une colonie russe. Justement, en 1867, la Russie, qui est complètement fauchée après la guerre de Crimée, a craint de perdre l'Alaska sans compensation si un conflit éclate entre la Grande-Bretagne, qui contrôlait le Canada, bien sûr, à l'époque. Donc, ils ont décidé de vendre l'Alaska aux États-Unis pour 7,2 millions de dollars. Donc, aujourd'hui, ça l'équivaut environ à 150 millions. Donc, je voulais juste vraiment, parce que j'ai souvent entendu... On n'aurait jamais dû se débarrasser de ça, l'Alaska. Mais je te jure, j'ai entendu ça vraiment souvent, mais ça nous a jamais appartenu. Bon. Fait que je voulais juste vraiment... Tu vas les rectifier le tout. Ouais. Ou vous apprendre un petit quelque chose. Donc, je pense qu'on est pas mal rendu à notre petit segment « Je lis une anecdote du public Oui. Alors, vas-y, Chantal, avec l'histoire du public. » Alors, c'est une histoire qui nous vient de Charlie, une fidèle auditrice. Ça va comme ça. Il faut remonter à l'année 2005. J'avais à peine 20 ans. J'avais la tête remplie de rêves. C'était un grand départ. Mon tout premier voyage à vie. Destination? La République dominicaine. Plus précisément, Cabarete. C'est une petite ville qui est située dans la baie et où les vents sont parfaits pour le kitesurf. Sport à l'époque dont je ne connaissais aucunement. Moi, j'avais envie de surfer parce que je suis très mauvaise en snow, mais je me dis, en étant une fille d'été, j'allais sûrement être bonne en surf. Je partais avec Stéphanie, ma meilleure amie depuis mes 10 ans. Inébranlable, fidèle, toujours là, mais aussi toujours à la dernière minute. Le genre d'amie avec qui on vit les plus belles histoires et les plus gros stress. Je me souviens qu'à cette époque, qu'on se disait qu'arriver 3 heures à l'avance à l'aéroport, c'était une perte de temps. Puis moi, je suis une impatiente de nature, mais je suis quand même un peu responsable. J'avais décidé de couper la poire en deux. 2 heures d'avance, pas plus. La veille du départ, mon copain de l'époque m'avait prêté un super sac que j'avais l'intention d'utiliser comme bagage à main. Tout était presque prêt. Il me restait quelques items à ajouter le matin. Stéphanie m'avait demandé si je pouvais venir la chercher un peu plus tôt. Une tempête était annoncée pour ce 15 décembre. Évidemment, Steph et les imprévus, c'est une grande histoire d'amour. J'avais accepté, sachant pertinemment que j'allais devoir l'attendre, comme toujours. Mais bon, on partait sous les tropiques et rien ne pouvait nous arrêter. Le vol quittait Montréal à 9h15. Je devais être chez elle à Sainte-Catherine à 6h15. Et ça me paraissait tout à fait raisonnable. 30 minutes de route environ. Je me sentais large. Mais ce matin-là, alors que je rangeais mes derniers effets dans mon carry-on, je suis tombée sur une poche secrète du sac. Et là, l'impensable, une méga cocotte de cannabis bien cachée. Mon cœur a fait 4 tours dans ma poitrine. Panique. J'ai tout défait. Chaque vêtement, chaque recoin. Je voulais être certaine qu'il n'y en avait pas d'autres. Je voulais pas me faire arrêter aux douanes et rater mon voyage, surtout pour une erreur de quelqu'un d'autre, une erreur qui était même pas la mienne. Résultat, je perds un temps précieux. Stéphanie m'appelle à toutes les 2 minutes. Elle me dit « T'es rendu où? Ma mère, vas-tu devoir venir me porter? » Elle panique, puis moi aussi. Là, c'est pas un si gros détour. Je lui dis que je vais aller la chercher, ça va aller vraiment plus vite. Donc, on garde le plan initial. Mais dehors, c'est pas de la neige qui tombe, c'est du verglas. Un tapis de glace s'est posé sur la ville. Sur la route vers l'aéroport, les 2 voies montantes vers le pont Mercier sont réduites à une. Les voitures glissent, se tamponnent, dérapent. La nôtre zigzague, on serre les dents. Chaque minute est un combat. Et pendant que les aiguilles tournent, la peur s'installe. À 8h30, puis là, je te rappelle que son vol partait à 9h15. À 8h30, on est encore dans le trafic. On pleure toutes les 2, en silence d'abord, puis ensuite à voix haute. On appelle la mère à Steph qui nous donne le numéro de l'aéroport. Peut-être, espère-t-on, que le vol a du retard. Mais non, tous les vols partent à l'heure. Pas de répit pour les retardataires. Et comme si le destin voulait se moquer de nous, on croise une immense pancarte publicitaire sur l'autoroute qui nous dit « Tanné du froid? Allez à Cuba! »
C'est là que s'en allait. Non, ben, il s'en allait à cabareter, mais tu sais, Ouais, non, c'est quand tu ça. penses que tu vas manquer ton vol, j'étais à 2 doigts de rater mon tout premier voyage parce que je voulais pas perdre mon temps en arrivant trop tôt à l'aéroport. 9 heures, toujours coincé. On commence à envisager l'option absurde, descendre de la voiture et marcher jusqu'à l'aéroport. Mais tu sais, ça serait encore plus long, ça par rapport. Et comme dans un mauvais film, la voiture juste devant nous commence à fumer. Le conducteur sort, ouvre son capot, impuissant. OK, lui, il va pas bouger de là. Le vol n'a toujours pas de retard pour le moment, et c'est à ce moment-là précis que tout a basculé. Notre conducteur, à bout de nerfs, ou peut-être illuminé par une énergie divine, décide de jouer sa dernière carte. Il active ses feux de détresse, klaxonne à répétition et se faufile et grimpe sur la voie d'accotement. Il a roulé comme ça jusqu'à l'aéroport. C'était fou, mais ça a marché. Tabarouette. On arrive, on court comme 2 folles. Tout ce que je me souviens, c'est des gens du personnel qui nous criaient « Courez les filles! Courez les filles! Le vol vous attend! » Par miracle, la porte d'embarquement n'était pas si loin. Et heureusement, Hull, c'est pas Atlanta et c'est pas Chicago. Bref, pas besoin de prendre le métro entre les gates. Une chance. Ouais. On monte dans l'avion, les portes se referment juste derrière nous. Assise, essoufflée, décoiffée, les yeux gonflés d'émotion, on se regarde, on rit. Le commandant annonce un délai pour le dégivrage. J'en avais jamais été aussi heureuse. J'allais enfin pour la première fois retrouver le sable chaud. Ce voyage, je l'ai savouré chaque minute. J'ai savouré chaque rayon de soleil. Mais est-ce que j'ai retenu la leçon? Absolument pas. Pour le vol du retour, on a refusé de prendre l'autobus avec les autres passagers. Trop long, trop plate. On s'était fait un ami chauffeur de taxi et on s'est dit qu'une petite heure avant le départ, ça serait amplement suffisant. Puis si on manquait notre vol, ben, on s'en foutait. On était jeunes et inconscientes et surtout dans un pays chaud. Avec les années, ben, j'ai fini par changer. Maintenant, j'arrive 4 heures d'avance. J'ai découvert que j'aime ça, être dans un aéroport, passer du temps dans des zones internationales. J'adore flâner dans les duty-free, m'offrir un verre dans un salon VIP, observer les départs, puis rêver à ce qui m'attend à destination. Non, mais écoute, sur cette histoire-là, ça me fait penser... Moi, des fois, je rêve que je manque l'avion, là, avant de prendre l'avion, comme que ma valise n'est pas faite, que je dois courir pour aller à l'aéroport ou pogner mon taxi ou que mon taxi est en retard. Et ça m'est déjà arrivé, justement, en fait, dans une pluie verglaçante. En fait, j'avais précommandé un Uber. Le Uber, il m'a rajouté du temps à la dernière minute. Il était pris à quelque part 15 minutes de plus. Mais là, moi, je me dis le temps qu'on se rende. En tout cas, bref, j'ai paniqué. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, j'arriverai jamais à temps, tout ça. Puis bon, tu sais, finalement, je suis arrivée à temps. Mais tu sais, je pense qu'une des pires fois où j'ai dit, mon Dieu, I won't make it on time. Tu sais, comme jamais je vais réussir à aller aux douanes, à passer, à marcher. Puis en plus, c'était au Canada. C'est quand justement je m'en allais à Calgary pour prendre mon vol pour après ça aller à Seattle et faire ma croisière. Moi, je savais pas que les vols régionaux, il y avait une section où tu fallait que tu descendes les marches. Tu sais, moi, j'avais toujours pris... les vols internationaux. Non, mais j'avais toujours pris les vols régionaux, mais au premier, tu sais, comme quand tu... Ouais. Bon, mais je savais pas qu'il y avait une section en bas. Oui. Oui, où il n'y a pas beaucoup de vols, mais il y a comme une petite section. Fait que moi, j'ai couru, je cherchais le vol. Écoute, finalement, je suis arrivée comme 15 minutes avant, mais tout ça pour dire que faut toujours se laisser du temps, là, comme pour être sûr de où ce que t'es. Puis comme Charlie nous disait... moi, j'aime ça flâner un peu. Finalement, je me rends compte que j'aime ça être à l'aéroport puis d'aller surtout dans la loge Banque nationale. Mais tu vois, moi, j'aime ça faire des entrées remarquées puis d'arriver en retard, mais ça, c'est une chose à laquelle je tiens mordicus. J'arrive toujours à l'avance et c'est bien un des seuls endroits où j'arrive à l'avance, c'est à l'aéroport. Ben non, mais exact. Je pense que c'est quand même assez important de se prévoir un minimum de 3 heures. Mais combien tu suggères? Tu sais, moi, je suggère 2 heures pour les États. Moi, je suggère, et je tiens mordicus, 3 heures. aux 3 heures. OK. Parce que si tu dis 2 heures, tu peux pas contrer la malchance qui va t'arriver si elle t'arrive. Ou tu les comprends? délais, ou tu sais... 2 heures avant, t'as pas le temps de contrer aucun événement circonstanciel qui pourrait t'arriver. La malchance. La là, malchance, ouais, exact. Ouais. 3 heures, c'est le chiffre parfait. Tu rêves à ce voyage-là depuis toujours, puis parce que tu as voulu sauver 1 heure de ta vie, tu manques ton vol. Non, mais c'est ça. Puis les gates, là, justement, quand elle disait qu'elle courait, puis tout, moi, j'étais sûre qu'elle allait manquer son vol Ben, dans moi l'histoire. aussi. Mais combien de temps qu'ils ferment d'avance? Tu sais, comme... Ben, généralement, ils vont fermer à peu près
on le sait, là, à l'embarquement, qu'on a à peu près 15 minutes d'avance. Là. C'est ça, 15 minutes d'avance. Donc, tu as 15 minutes, mettons, ton vol est à 9h30, il board à peu près une demi-heure avant toujours? Ouais. Au moins. 1 heure avant maintenant, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, faut tout que tu calcules ça un peu. Puis, tu sais, je pense qu'il est écrit en plus sur le billet quand tu l'imprimes ou quand tu le fais sur ton application, là. Tu sais, comme le boarding, il se fait à telle heure. Tu sais, il faut que tu sois là un peu avant, là. Mais là, 2005, il n'y avait pas encore d'application, là. Non, c'est ça, exact. Exactement. On est c'est pris... ça. Il y a 20 ans. Exactement. Tu sais, il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée dans tout cet épisode-là, puis puisqu'on parle de délai, c'est hyper important d'arriver pour sa croisière un jour d'avance. Si tu arrives à destination avec moindrement 2-3 heures de retard, mais que ton vol arrivait déjà, mettons, vers le tard, mettons que ta croisière elle part du quai à 17h, puis que ton vol, lui, était supposé d'arriver à midi, mais que finalement, ton vol a 4 heures de retard. Le temps que tu as tes valises, le temps que tu te rendes au bateau, ben, tu pourrais manquer ton bateau. Fait que, encore une fois, oui, c'est des coûts additionnels, mais arriver la veille, ça vaut vraiment la peine pour une croisière. Moi, je le conseille 100% du temps. Fait que c'était pas mal ça, Flo, pour notre épisode. Ben écoute, je pense que ça fait vraiment le tour. Ben merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. On est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, name it. S'il te plaît, laisse-nous un commentaire, donne-nous une petite note. Je ne sais pas à quel point ça peut faire élargir notre audience. On t'en sera fidèlement reconnaissant. Oui, puis oublie pas de nous écrire une de tes histoires mémorables ou rocambolesques de voyage au lesbarniques-sur-la-go@gmail.com ou va nous suivre sur les réseaux sociaux, comme Chantal disait, à Les Barniques sur la Go, où on a des newsletters. Maintenant, on a des petits segments de cocktails qui est filmé par Chantal. Donc, allez voir notre TikTok. Oui, exactement. Donc, merci encore de nous suivre. On apprécie beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Pour un autre épisode. Yes! Ciao tout le monde! Ciao!